Pendant longtemps, Vénus m'a paru familière. Elle a presque la même taille que la Terre, et presque la même masse. Elle apparaît régulièrement dans le ciel, suffisamment brillante pour attirer l'attention, même si on ne la cherche pas. De loin, elle ressemblait à une planète qui aurait pu suivre une trajectoire similaire à la nôtre. Les premiers télescopes ne pouvaient pas voir sa surface. Vénus est enveloppée d'épais nuages qui réfléchissent la lumière du Soleil et masquent tout ce qui se trouve en dessous. Cette toile vierge invitait à l'imagination. Certains scientifiques ont imaginé des océans peu profonds. D'autres pensaient à des forêts tropicales ou à des marées réchauffées par un ensoleillement constant. Même au milieu du XXe siècle, l'idée que Vénus puisse être habitable ne paraissait pas déraisonnable. L'Union soviétique décida alors d'arrêter de deviner. Au plus fort de la course à l'espace, alors que la majeure partie du monde avait les yeux rivés sur la Lune, les ingénieurs soviétiques visaient un objectif plus difficile à atteindre. Ils ont envoyé des sondes vers Vénus, en sachant que la plupart échoueraient, et beaucoup ont échoué. Ils ont été écrasés, surchauffés ou ont perdu le contact quelques minutes après leur arrivée. Mais quelques-uns ont survécu assez longtemps pour renvoyer quelque chose. Ce qu'ils ont renvoyé n'était ni spéculation ni théorie. Il s'agissait d'une mesure directe, des nombres réels, images réelles. Données recueillies dans un lieu où aucun objet fabriqué par l'homme n'avait jamais été atteint auparavant. Ces signaux racontaient une histoire à laquelle personne ne s'attendait. Vénus n'était pas une terre légèrement plus chaude. Ce n'était pas une planète qui manquait de peu d'être habitable. Elle était hostile d'une manière qui a forcé les scientifiques à repenser ce que signifiait même semblable à la Terre. Les découvertes réalisées par ces atterrisseurs soviétiques ont fait bien plus que décrire Vénus. Ils ont changé notre façon de concevoir les planètes à travers tout l'univers. Ils ont montré comment deux mondes peuvent commencer par être similaires et finir par être totalement méconnaissables. Vu de la Terre, Vénus ne révèle que très peu de choses. Les télescopes révèlent un disque lisse et brillant, sans aucun détail de surface visible. Ce n'est pas parce que son atmosphère est si dense qu'elle masque tout ce qui se trouve en dessous. Longtemps, cette ignorance a joué en faveur de Vénus. Avant l'avènement des engins spatiaux, les astronomes s'appuyaient sur la lumière réfléchie, le mouvement orbital et les principes fondamentaux de la physique. Vénus a une taille et une densité proches de celles de la Terre. Il s'est formé dans la même région du système solaire. Elle reçoit davantage de lumière solaire, mais pas de façon absurde. Sur le papier, cela ressemblait à une famille un peu plus chaleureuse, pas à un monde extraterrestre. Les nuages représentaient le plus grand facteur d'incertitude. Personne ne savait de quoi ils étaient l'un au fait, ni quelle était leur épaisseur. Certains scientifiques ont supposé qu'il s'agissait de nuages d'eau, semblables à ceux de la Terre. D'autres imaginaient une pluie constante, et peut-être des mers peu profondes en dessous. Du fait de la lenteur de la rotation de Vénus, certains ont même spéculé sur l'existence d'une planète dont une face serait éclairée par le jour, et l'autre par la nuit, créant ainsi des climats étranges, mais potentiellement stables. Les mesures radio effectuées dans les années 1950 ont ajouté à la confusion. Les premières données suggéraient que Vénus était chaude, mais pas catastrophiquement chaude. Selon l'interprétation des chiffres, la chaleur pourrait provenir de l'atmosphère ou de la surface. En l'absence de mesures directes, les deux idées sont restées sur la table. Il y avait aussi un facteur psychologique. Après avoir découvert que les canaux sur Mars n'étaient qu'une illusion, Vénus est devenue la prochaine candidate prometteuse pour la vie. C'était plus proche, plus lumineux, plus difficile à exclure. À une époque où les données étaient limitées, la similarité avait un poids considérable. Au moment où la technologie spatiale a atteint sa maturité, Vénus n'était plus seulement intéressante. Elle paraissait inachevée, une planète qui exigeait un examen plus approfondi. Le seul moyen de trancher le débat était d'aller sur place et de découvrir ce qui se cachait sous ces nuages. L'idée d'atterrir sur Vénus n'a jamais été anodine. Les ingénieurs soviétiques l'ont su très tôt. Les calculs ont révélé une pression écrasante, une chaleur extrême et une atmosphère suffisamment dense pour désintégrer les vaisseaux spatiaux lors de leur descente. Le programme Venera a néanmoins progressé, mission après mission, tirant des leçons de ses échecs d'une manière presque brutale.
Les premières sondes ont à peine réussi à pénétrer dans l'atmosphère. Certains ont perdu le contact pendant la descente. D'autres ont été aplatis avant même d'atteindre la surface. Chaque échec répondait à une question et en soulevait une autre. La pression était plus élevée que prévu. Les températures augmentaient plus vite que prévu. L'atmosphère n'était pas seulement pesante, elle était agressive. Au lieu d'abandonner, les plans sont devenus plus complexes. Les modules d'atterrissage étaient construits comme des coffres-forts blindés, des cuves sphériques sous pression, avec un minimum de pièces Playmobil, l'électronique emballée dans un isolant, sans aucune espérance de longue durée de vie. Ce n'étaient pas des explorateurs destinés à errer. Ils étaient conçus pour durer juste assez longtemps pour parler. Les parachutes ont ralenti la descente, mais même ceux-ci ont fini par poser problème. L'atmosphère était si dense que certaines sondes ont dérivé trop lentement et ont surchauffé avant de pouvoir atterrir. Les missions suivantes ont complètement abandonné les parachutes, optant pour une descente plus rapide afin de gagner du temps à la surface. Lorsque Venera 7 a finalement transmis des données depuis le sol en décembre 1970, elle a révolutionné la planétologie. Cela a prouvé qu'un atterrissage sur Vénus était possible. Pas en toute sécurité, pas pour longtemps, mais possible. Les missions suivantes ont repoussé les limites. Certains ont survécu plus d'1 heure. Quelques-uns ont même renvoyé des images. Chaque succès s'accompagnait du tic-tac bruyant d'une horloge en arrière-plan. Les ingénieurs savaient exactement combien de temps ils avaient. Cette urgence a façonné tout ce que les sondes ont fait et tout ce qu'elles ont révélé une fois qu'elles ont atterri. Lorsque les atterrisseurs ont atteint la surface de Vénus, les résultats sont arrivés rapidement et ils étaient impitoyables. Les températures de surface avoisinaient les 450 degrés, plus élevées que celles d'un four auto-nettoyant, suffisamment élevées pour faire fondre le plomb. Quelle que fût la nature de Vénus, elle a franchi une limite depuis longtemps. La pression était tout aussi choquante, environ 90 fois supérieure à la pression à la surface de la Terre, comparable à celle ressentie à près d'1 kilomètre de profondeur sous l'eau dans les océans terrestres. Les modules d'atterrissage ne reposaient pas tant sur le sol qu'ils n'y étaient écrasés. Cela expliquait pourquoi les sondes précédentes avaient échoué si rapidement. Ils n'étaient tout simplement pas conçus pour un monde comme celui-ci. L'atmosphère racontait une autre partie de l'histoire. Il s'agissait principalement de dioxyde de carbone, avec des nuages composés d'acide sulfurique. Ni vapeur, ni gouttelettes d'eau, de l'acide. Le ciel était épais et jaunâtre, diffusant tellement la lumière que les ombres étaient faibles, voire inexistantes. La lumière du jour existait, mais elle était faible et diffuse, comme par temps couvert permanent plutôt que par temps ensoleillé. Puis vinrent les images. Les premières photos montraient un paysage plat et rocailleux, parsemé de pierres anguleuses. Aucun signe d'érosion dû à l'eau. Aucune dune de sable sculptée par le vent, comme les scientifiques l'avaient prévu. Les roches semblaient basaltiques, semblables aux roches volcaniques terrestres. Cela laissait supposer une planète façonnée par la lave, et non par les océans. Des capteurs chimiques ont confirmé cela. La composition de la surface suggère un volcanisme étendu dans le passé de Vénus. Une planète qui a probablement libéré d'énormes quantités de gaz dans son atmosphère au fil du temps, piégeant la chaleur plus efficacement à chaque ère qui passe. Ensemble, les données ont permis de dresser un tableau clair. Vénus n'était pas simplement chaude, elle était figée dans un état stable et extrême. Une planète où l'atmosphère dominait tout et où la surface subissait des contraintes écrasantes constantes. Une fois les données recueillies, Vénus a cessé d'être une planète mystérieuse et est devenue une source d'enseignement. Les conditions mesurées par les atterrisseurs soviétiques n'étaient pas aléatoires. Ils ont mentionné un processus précis qui était arrivé à son terme. À un moment donné, au début de son histoire, Vénus a peut-être abrité de l'eau liquide. Les modèles suggèrent qu'il aurait pu faire chaud, mais pas extrême. Mais être plus proche du Soleil comptait. Avec la hausse des températures, davantage de vapeur d'eau est entrée dans l'atmosphère. La vapeur d'eau est un puissant gaz à effet de serre. Cela a piégé davantage de chaleur, ce qui a provoqué l'évaporation de plus d'eau, ce qui a piégé encore plus de chaleur. Le processus s'est auto-alimenté.
Finalement, les océans se seraient évaporés. Le rayonnement ultraviolet du Soleil a ensuite dissocié les molécules d'eau dans la haute atmosphère. L'hydrogène s'est échappé dans l'espace. L'oxygène a réagi avec les roches de surface. Une fois cela arrivé, Vénus a perdu sa capacité à se refroidir. Il n'y avait pas de retour facile. Ensuite, le dioxyde de carbone s'est accumulé. Sur Terre, le dioxyde de carbone circule à travers les océans, les roches et les systèmes vivants. Sur Vénus, sans eau liquide ni tectonique des plaques comme la nôtre, elle est restée dans l'air. L'activité volcanique a probablement continué à en ajouter. Au fil du temps, l'atmosphère est devenue une couverture thermique dont rien ne pouvait s'échapper. Ce qui était troublant, c'était l'apparente banalité du point de départ. Vénus n'avait pas besoin d'un événement rare ou d'un impact pour finir ainsi. Quelques différences de distance, de chimie et de timing ont suffi. Le résultat fut une planète prisonnière d'un emballement de l'effet de serre pendant des milliards d'années. Cette prise de conscience a changé la façon dont les scientifiques envisagent les planètes situées au-delà de notre système solaire. Une taille similaire ne signifie pas un destin similaire. Une planète peut paraître familière de loin et se révéler totalement hostile une fois qu'on pose le pied à sa surface. Les missions soviétiques vers Vénus ne se sont pas contentées d'explorer une planète. Ils ont mis fin à un chapitre de conjecture qui avait duré des siècles. Après Vénéra, Vénus n'était plus un monde vierge caché derrière les nuages. Elle a été mesurée, photographiée et comprise en elle-même. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est le caractère définitif de ces conclusions. Vénus ne dérive pas lentement vers l'habitabilité, ni n'attend les conditions idéales. Il s'est instauré un équilibre extrême qui se renforce de lui-même. La chaleur crée de la pression emprisonne la chaleur. L'atmosphère domine tout ce qui se trouve en dessous. Une fois ce cycle enclenché, la planète a cessé de changer de manière significative. Cela rend Vénus particulièrement pertinente comme point de comparaison. La Terre et Vénus ont probablement commencé avec des ingrédients similaires. Roche, eau, carbone, lumière du soleil, mais de petites différences qui s'accumulent avec le temps. Une planète a vu apparaître des océans, des cycles météorologiques et la vie. L'autre a perdu son eau, a scellé son atmosphère et a transformé sa surface en fournaise. Voilà pourquoi Vénus reste importante. Non pas parce que nous avons l'intention d'y vivre, mais parce que cela montre à quel point les équilibres planétaires peuvent être fragiles. Cela rappelle aux scientifiques qu'il faut faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit de qualifier des mondes lointains de semblables à la Terre. Une taille et une distance similaires ne suffisent pas. L'histoire compte. Les boucles de rétroaction sont importantes. Le timing est crucial. Les atterrisseurs soviétiques ne survivaient que quelques minutes à quelques heures à la surface, mais les données qu'ils ont transmises façonneront la planétologie pour des générations. Ils ont démontré que l'exploration ne consiste pas toujours à retrouver quelque chose de familier. Il s'agit parfois de découvrir à quel point nos suppositions peuvent être erronées.